L'homme a longtemps cru que sa culture était ce qui le distinguait du règne animal. C'était simple. Il y avait d'un côté la nature, de l'autre la culture. Pour les uns, l'inné, pour les autres, l'acquis. Jusqu'à ce que des comportements animaliers innovants, transmis de génération en génération, soient observés par les scientifiques. Mais si certains animaux font preuve de dispositions comparables à la culture humaine, serait-il possible que les origines de la culture puissent être trouvées chez les bêtes? Le singe instituteur dirige à Munich une école de genre nouveau. En cette période de rentrée des classes, nos écoliers feront bien de ne pas trop singer ceux qui peut-être les imitent, avec l'excuse d'être, eux, de vrais petits singes. L'homme adore se poiler devant des bêtes à poil qui agissent comme lui. Voir l'animal revêtir les atours de l'érudit paraît tellement incongru, mais sourirait-on autant en réalisant que les animaux sont réellement cultivés? Pendant des siècles, la culture fut le dernier rempart derrière lequel se barricadait l'humain. C'en était devenu comme un synonyme. Mais des chercheurs observant les macaques qui les entouraient ont ébranlé ce postulat. Chaque hiver, les sources chaudes situées dans les montagnes qui surplombent Nagano, au centre du Japon, attirent des baigneurs tout particuliers. Ce lieu est la forêt de Jigokudani, qui signifie littéralement la vallée de l'enfer. Mais pour ces macaques, ce serait plutôt de paradis qu'il faudrait parler. Ces singes des neiges ont pris leur premier bain dans ces piscines artificielles dans les années 50, adoptant ainsi un nouveau comportement qui allait changer à tout jamais leur mode de vie. Ils se glissent dans ces bains volcaniques plusieurs fois par jour pour y mener toutes sortes d'activités dans l'eau brûlante. Ils se délassent, y jouent, s'épouillent. Puis en ressortent leur épaisse fourrure collée au corps. La vapeur d'eau alentour réchauffe légèrement l'atmosphère extérieure, protégeant les macaques du froid et leur permettant de sécher rapidement. Ce comportement est spécifique à ces macaques japonais. Il n'est pas hérité génétiquement, mais acquis au fil de leur existence. Voilà un point essentiel dans la définition du phénomène culturel. Franz de Waal, l'un des plus grands experts mondiaux en primates, définit pour nous la culture animale. Nous parlons de culture quand des groupes d'animaux de la même espèce, vivant dans un environnement similaire, se comportent différemment. Et ils se comportent différemment en raison d'un apprentissage social, parce qu'ils apprennent les uns des autres. Si les animaux sont aujourd'hui considérés comme cultivés, c'est d'abord aux macaques japonais qu'ils le doivent. Car la première observation d'un phénomène culturel eut lieu dans les années 50 sur l'île de Koshima. Les singes qui y résident se mirent soudain à laver dans la mer les patates douces que les scientifiques leur donnaient à manger. C'est une jeune femelle, Imo, qui initia le mouvement avant d'être progressivement suivie par sa troupe. Cet acte est peut-être anodin pour l'œil du profane, quoique empreint de bon sens quand on aime que ses frites soient salées à point, mais c'est bien lui qui a permis d'introduire en primatologie le concept de culture animale. Je pense qu'il est très intéressant que cette idée soit venue du Japon et non d'Occident, car en Occident, nous avons l'habitude de dresser un grand mur entre les hommes et les animaux, et la culture fait partie de ce mur. Les anthropologues diraient que la culture est ce qui fait de nous des humains, signifiant par là qu'assurément les animaux ne peuvent pas avoir de culture. En Orient, la frontière entre humains et animaux n'est pas si claire. Ce nouveau comportement des macaques japonais était un indice montrant que l'idée généralement admise, les habitudes animales ne sont transmises que par les gènes, devait être revue. D'autres pièces à conviction allaient rapidement faire pencher la balance dans le sens de l'existence d'une culture animale. Vivant dans une autre vallée, isolée par le relief, les macaques d'Arashiyama ont développé une coutume bien à eux, le frottage de pierre.
Ce jeu qui consiste à taper deux pierres l'une contre l'autre a été observé pour la première fois chez une femelle, il y a 27 ans, puis s'est répandu de proche en proche. Aujourd'hui, la plupart des macaques qui vivent dans ces forêts font la même chose. Mais qu'en retire-t-il ? Il semble qu'à court terme, cette activité n'ait pas d'implication directe, mais les scientifiques pensent maintenant que sur une longue durée, elle peut être bénéfique pour les jeunes et les macaques âgés, car c'est un exercice mental qui maintient le cerveau en activité. La culture n'implique pas forcément de récompense immédiate, tant qu'elle est agréable. Ces singes aiment peut-être tout simplement le bruit des pierres. Mais nous n'en sommes pas encore à parler de singes artistes. Lorsque l'on évoque la culture animale, il nous faut oublier le sens artistique auquel elle est aussi entendue chez les humains. Nous n'allons pas vous présenter au long de ce film des singes mélomanes ou apprentis Picasso, car ce sont là exceptions mises en scène par les hommes. Mais nous allons recueillir les preuves de l'existence d'une transmission culturelle au sein de certaines espèces, en débutant par l'étude des primates parmi les plus évolués, les chimpanzés, qui ont permis de préciser l'idée de culture. Les chimpanzés, nos cousins les plus proches, ont été observés dans toute l'Afrique. Au fur et à mesure que l'on découvrait des comportements innovants, l'idée qu'ils disposaient de culture ne pouvait plus laisser aucun doute. Ils en sont tout simplement les champions. Certains groupes cumulant même plusieurs dizaines de traditions. C'est le cas de la chasse que pratiquent les chimpanzés du parc de Mahale en Tanzanie. L'observation du colobe rouge a révélé un fait inattendu. Les chimpanzés mangent de la viande. Leur proie principale est ce petit singe qui vit dans les cimes des arbres. Pour assurer le succès de leur campagne de chasse, les chimpanzés coopèrent. Les stratégies de chasse diffèrent selon la densité de la forêt, faisant émerger autant de tactiques distinctes. À Mahale, où les arbres ne sont pas très hauts, limitant ainsi les possibilités de fuite pour les colobes, un seul mâle est chargé de grimper à la suite du singe, pendant que les autres restent à terre pour surveiller sa fuite. Tandis qu'au parc national Taï, en Côte d'Ivoire, la chasse en groupe est la règle pour les chimpanzés, car ils sont contraints de collaborer pour attraper leur proie située dans des arbres atteignant jusqu'à 60 mètres de hauteur. Lorsque les mâles se sont enfin saisis de leur proie, ils la dévorent dans les arbres puis offrent parfois une partie du butin aux plus jeunes ou aux femelles. Avec les hommes, les chimpanzés sont les seuls grands singes à pratiquer la chasse. Les anthropologues considèrent d'ailleurs la chasse en coopération comme un facteur clé de l'évolution humaine. Nos ancêtres se seraient mis à chasser et à partager la nourriture pour survivre lorsque les ressources se firent plus rares. D'autres particularités complexes ont été observées chez ces chimpanzés. Les fourmis sont consommées toute l'année par le groupe, mais pour cela, les grands singes doivent faire preuve d'ingéniosité. Première étape, repérer visuellement et olfactivement les arbres qui sont infestés de fourmis. Puis les chimpanzés confectionnent des baguettes, une action qui demande suffisamment de réflexion pour affirmer qu'elle n'est pas innée. Dès l'instant où il l'a choisi, le chimpanzé sait ce qu'il va en faire et à quoi elle va lui servir. Il visualise le fait d'attraper les fourmis. Sa pensée résonne donc par anticipation. Cette technique de pêche des fourmis dans les arbres est peu répandue au sein de cette espèce qui dispose de multiples cultures différentes. Dans cette réserve,
Les primatologues ont aussi observé un comportement de toilettage très particulier désigné sous le terme dépouillage main jointe. Deux chimpanzés se tiennent face à face, chacun ayant le bras levé et serrant la main de l'autre alors que sa main opposée toilette son partenaire sous le bras. Cette posture est partagée par les adolescents et les adultes du groupe alors que les membres de la communauté chimpanzé de Gombe, distante de 160 km seulement, l'ignorent. L'épouillage main jointe serait donc une coutume sociale. L'apparition de ce comportement s'est fait progressivement, comme une nouvelle tendance se répand à mesure que le temps passe. Un membre de la communauté découvre une technique, puis ses congénères l'adoptent. C'est pourquoi on constate tant de coutumes différentes, non seulement d'une région à l'autre de l'Afrique, mais aussi d'un groupe à l'autre de singes.